coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes en principe le 8 août. Oui, c'est ça. Je suis un peu déconnectée des dates. J'espère que ça va pour vous. Euh, le 8 août, ben voilà, il est tôt ce matin. Je me suis levée. Je suis déjà prête à bientôt partir à l'hôpital. Comment voir que Peggy va un peu mieux? Ben, j'ai mis des boucles d'oreilles. Ça fait une semaine que je porte plus de boucles d'oreilles, que je porte plus de bijoux, plus rien. Rien que ça, c'est un petit... Peggy, il y a quelque chose qui va pas, vous voyez. C'est ça. Là, je m'apprête à retourner à l'hôpital, mais si ça tombe, c'est le dernier jour d'hôpital de mon fils, donc je suis quand même beaucoup plus détendue, vous devez le voir. Je suis maquillée, je viens de faire mes cheveux, etc. Tout ça, je vous avouerai que d'un autre côté, je supporte plus les odeurs d'hôpital. J'avais qu'une envie, c'était de me laver les cheveux et de sentir mon odeur. Euh, Chaque jour, que ce soit la tenue du jour ou de nuit, je lave tout, même si j'ai pas transpiré, parce que ça sent l'hôpital, j'ai horreur de ça. Je supporte pas en fait. Cette odeur, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas, parce que ça sent je pense que ceux qui y travaillent ne s'en rendent plus compte, mais ça sent quelque chose où on sent que ça sent pas la santé resplendissante, vous voyez, ça sent les produits, ça sent... ouais, on a envie un peu de retrouver, vous voyez, un peu son univers et ses odeurs plus personnelles de notre cocon familial, c'est un peu ça en fait, ça peut paraître bête, mais voilà. Donc, avant de partir, j'ai le temps de vous tourner une vidéo. Donc, toujours dans le souci d'avancer sur ce sujet pour après moins y revenir pendant que c'est encore frais dans ma tête parce qu'après je vais oublier. Je me connais, ça va être quelque chose que je vais avoir envie de... Bien sûr que je vais encore en parler. Je suis déjà apte à en parler. Je ne vais pas être dans la fuite du fait d'en parler. Mais là, je suis encore immergée dedans. Je suis encore... C'est encore frais, donc je peux encore vous en parler de façon intacte. D'ici quelques semaines, je ne suis pas sûre de réussir à vous en parler encore de façon intacte. Parce que je me connais, je vais aller dans un mécanisme où je vais chercher à oublier. Donc en fait, sans dire que je n'en parlerai plus, tous les détails, ils seront un peu gommés. Voilà. Donc c'est pour ça que les guides préfèrent que j'en parle là tout de suite et que j'avance sur certaines vidéos autour de ça, là maintenant. Dans les premiers volets, donc il y a déjà eu 2 volets parus sur cette thématique, je remettrai en dessous le volet 1 et le volet 2. Je rappelle que dans vos défis, vous ne devez jamais oublier d'être connecté au cœur. D'être connecté au cœur. C'est bien, quand on est connecté au cœur, on travaille un peu la confiance. Oui, il est important de faire confiance aux autres, oui. Dans ce défi que j'ai eu à relever, j'ai dû me faire confiance et faire confiance aux autres. C'était pas évident, le juste équilibre, d'accord? Travailler aussi le pardon. Je me suis bien rendu compte que dans ce défi, j'ai dû travailler le pardon. Le pardon envers le fait que l'erreur est humaine. De ne pas mettre les gens dans le même sac. Bon. Comme je vous ai expliqué, moi, je n'ai pas la blessure d'injustice. Et c'est dans la blessure d'injustice, c'est le rigide qui met tout le monde dans le même sac, qui est un peu excessif, extrémiste. Comme j'ai pas la blessure d'injustice, puisque je l'ai déjà guérie dans les vies antérieures, contraction, j'ai pas cette particularité-là de mettre tout le monde dans le même sac. J'ai une capacité d'analyse à savoir prendre de la hauteur, pas partir dans un côté extrémiste, contraction, et pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais parfois, cela pourrait partir dans un extrême. Viens mon bébé. J'appelle mon chat, il n'aime pas trop être, il est un peu trop tout seul en ce moment, il n'aime pas trop, hein, même s'il a quelqu'un qui vient avec lui tous les jours le soir. Viens mon bébé.
Il ne faut pas non plus que ça parte dans le côté extrême de la naïveté. C'est-à-dire que, et j'insiste sur cette problématique, finalement ça j'en aurais parlé dans les 3 volets, donc ça aura bien enfoncé le clou. Comme ces volets, vous les aurez eus à des intervalles réguliers, je suis sûre que vous allez capter à chaque fois des effets halo, que vous mettez le halo de lumière autour d'une catégorie de personnes. Moi, c'est vrai que je suis assez... Je ne trouve pas le mot adéquat. Je trouve ça joli, les métiers à vocation. C'est pour ça que les métiers où on donne l'enseignement, la médecine, voilà, tous ces métiers d'aide, hein. Dans la médecine, je mets tout, hein. Je mets aide-soignant, je mets vraiment tout, vous voyez, vraiment tout ce qui est aide à la personne, même les aides à domicile, vraiment, on va mettre tout. Moi, tout ça, je trouve ça très beau, en fait, les métiers à vocation, où on aide les autres, voilà. Par contre, pas les machins, soins énergétiques, etc. Non, ça, parce que les 3/4, c'est de la propagande là-dedans. Ça nourrit l'ego spirituel de celui qui les pratique, mais non, il n'y a pas... Souvent, la démarche n'est pas dans l'aide, il y a une démarche qui est malsaine envers celui qui pratique, contraction. Et ça, surtout sur les parcours FJ, ces gens-là, on le capte à milieu, hein. En général, leur activité d'ailleurs sera rapidement bloquée et ne se développera pas parce qu'il y a quelque chose de malsain. Il y a un côté un peu trop Dalida, paillette, trop la dalidite et la paillite que je remettrai en dessous si la vidéo est déjà sortie. D'accord ? Quoi qu'il en soit, il ne va pas falloir partir dans un côté trop excessif, d'accord ? Moi, je partais dans un côté trop excessif de trop rapidement pardonner. Donc j'avais un problème de pardonite aiguë, c'est normal, puisque je faisais partie du clan des serpillères qui était toujours en suradaptation face aux autres. La gentille fille, le syndrome de la gentille fille, vous voyez ? Donc moi, je partais facilement dans le fait de pardonner à outrance aux gens et d'accorder trop facilement ma confiance, hein ? Là où j'ai travaillé à une époque, il y avait très peu de femmes dans cette entreprise. Pour le peu de femmes qu'il y avait, il y en a, c'était des sacrées connasses. Vous voyez ? Et elles m'ont mis des coups de poignard dans le dos. Eh bien, à chaque fois qu'elles revenaient l'air à peu près gentil, je retombais dans le panneau, à repardonner, à excuser, à oublier le négatif qu'elles m'avaient fait. J'ai souvent eu ce mécanisme de trop facilement passer l'éponge. Je suis sûre que vous êtes bon nombre d'entre vous à être un peu comme ça. Essayez de chercher, parce que si vous réfléchissez bien, peut-être que vous allez capter qu'au fond de vous, vous avez quand même un côté rancunier, et cependant, il y a des gens à qui vous pardonnez tout, vous excusez tout. Derrière cette pardonnite aiguë et cette excusite aiguë où vous accordez trop facilement votre confiance, allez regarder qui se cache derrière ça. Parce que c'est là que vous allez aller capter sur qui vous mettez un effet halo. Et vous allez capter un peu les gens à qui vous pardonnez tout, sur quoi vous êtes manipulable, où sont vos talons d'Achille. Donc essayez d'aller regarder ces trucs-là. Moi j'ai capté que finalement, sur la médecine, j'avais trop tendance à le faire. Et là, vraiment sur le côté médecin. Vous voyez, le médecin très diplômé. Vous voyez, il savait de quoi il parlait. Vous voyez, je lui mettais un peu cet halo-là autour. Il sait de quoi il parle. Moi, je suis qu'une petite merde. Moi, je sais pas. N'empêche que, au final, comme je vous ai déjà expliqué dans le premier volet, les 2 fois avec mes enfants, c'est moi qui voyais bon. Si je m'étais pas bataillée, que j'avais écouté les médecins, voilà.
Et avec mon père, ça a été pareil. Cependant, très rapidement, je repars dans le sens que, ouais, mais l'erreur est humaine. Ouais, mais l'erreur est humaine. Ouais, enfin, y a quand même, il faut rester dans cette capacité d'analyse que c'est quand même des métiers où tu peux pas te permettre trop des erreurs trop importantes. Parce que dans le cas de mes 2 enfants, ça aurait pu leur coûter la vie. Contraction. Hein, les guides le confirment, hein, c'est quand même allé très loin. Donc en fait, quand vous allez voir plusieurs médecins et que les médecins font même pas les recherches ou les analyses ou les prises de sang ou les machins pour enquêter sur ce qu'a l'enfant et se réfugie derrière une phrase bateau de « c'est un virus, vous inquiétez pas, il faut attendre, ça va passer », que vous allez revoir un deuxième médecin « ouais, mais tu comprends, c'est un virus ». Enfin, il ne me dit pas tu comprends, il dit vous, bien sûr. Non, mais vous comprenez, c'est un virus, ça va passer. Voilà. Et ça devient un peu la phrase bateau. Quand j'en ai témoigné sur les réseaux, j'ai d'autres mamans qui m'ont dit c'est vrai que cette phrase, ça devient un peu systématique. Alors souvent au niveau du médical, on dit les antibiotiques, c'est pas systématique. Ouais, ben le virus, c'est pas systématique non plus en fait. Hein. De temps en temps, on peut quand même faire des recherches. On peut quand même dire, ben, on va faire le test, on va, pour écarter cette hypothèse, on va faire le test 2. Vous voyez, quand ma fille, elle a eu son Kawasaki, les médecins ont dit, c'est un virus, d'autres ont dit, c'est une rougeole. Mais quand on dit que c'est une rougeole, il y a une prise de sang qui peut prouver que c'est une rougeole. C'est aux urgences qu'ils ont fait la prise de sang. Les médecins, SOS médecins, tous les médecins que j'ai vus en urgence, ils sont partis sur une supposition, mais ils n'ont pas fait de recherche. Vous voyez un peu toujours cette idée ? Petit à petit, je vous apporte des détails de ce qui s'est passé. Petit à petit, vous comprenez ce que j'ai vécu. D'accord ? Eh bien, réclamez ces prises de sang, parce que ça existe, mais quand on n'est pas médecin et qu'on n'est pas là-dedans, on accorde notre confiance parce qu'on n'a pas fait ces années d'études et on ne sait pas ce qui existe. Et c'est quand on est en face, que quand vous êtes en face d'un professionnel sérieux qui dit « on va faire la prise de sang par sécurité, au moins on en aura le cœur net », voilà, ça ne coûte pas grand-chose. Et par rapport à ça, ils ont fait, à l'époque avec ma fille, la prise de sang de la rougeole, et c'était pas une rougeole. Mais elle avait tous les symptômes physiques, la fièvre, elle avait tout. Donc là, ils ont commencé un peu à se pisser dessus. Ils se sont dit, putain, mais le bébé, il a quoi en fait? C'est ça. Mais c'est un autre praticien qui, dès qu'elle a posé ses yeux sur le bébé, a su me dire, c'est un Kawasaki. Parce que l'enfant devenait déjà bleu. Ah bah oui, à force, hein, ça se détériorait. Hein, elle avait déjà des œdèmes dans les veines. Hein. Ça peut tourner en AVC et en infarctus. Donc, elle devenait bleue, elle avait déjà ses lèvres bleues et sa langue bleue. C'était en train de dégénérer à vitesse grand V. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait, la pédiatre, quand elle a reconnu ces symptômes? Elle a appelé l'hôpital et elle a dit, préparez-vous, je vous envoie un Kawasaki. Donc, là, ça rigolait plus en fait. Vous voyez, là, ça rigolait plus. Quand je suis arrivée aux urgences pédiatriques avec mon petit bébé qui hurlait dans les bras, que ça faisait quand même une semaine que je bataillais avec les médecins, j'avais dû voir au moins 30 médecins différents, c'était un truc de cinglé. Ils étaient dans le couloir, les médecins, des gens en blouse. Ils attendaient dans le couloir, en me disant, c'est vous le Kawasaki? Oui. Et là, on me la prend, parce qu'il y a une urgence ultime. Et il fallait lui injecter les traitements pour... C'est un traitement qu'il faut lancer le plus vite possible, avant que le cœur ne soit atteint, hein, parce que le cœur peut s'arrêter. Donc, par rapport à ça, ils ont injecté ces produits très rapidement,
Mais même ça, il a fallu lui faire une anesthésie générale, l'endormir pour pouvoir lui mettre les intraveineuses. Donc elle a été très courte cette anesthésie, mais parce qu'on n'accédait même plus à ses veines. Il y avait déjà tellement d'œdème dans ses veines. Et là, ça a été le traitement de choc, où il faut changer les produits. Il y a une procédure très très stricte pour réussir à contrer le Kawasaki et des anticoagulants très rapidement pour que le sang se liquéfie et qu'il n'y ait pas d'infarctus ou d'AVC. Vous voyez un peu l'idée? Donc, parfois, c'est quand même bien d'avoir des médecins qui passent l'étape de faire des analyses, quand même. Dans le cas de mon fils, quand j'ai parlé de l'appendicite, comme il avait d'autres signes, ils n'ont pas prêté attention à ça. Ils sont partis, non mais c'est un virus, voilà. Oui, mais en fait, c'est que c'était compliqué. Il toussait parce qu'il y avait tellement de remontées gastriques dues à déjà ce bordel intestinal et gastrique qui avait déjà lieu. Il y avait une pelote de laine qui s'était créée avec ses intestins autour de l'abcès. Enfin, c'était un gros bordel qui s'était déjà créé. Ça créait des remontées gastriques et ça créait le fait de tousser. Donc en fait, ils n'ont pas été creusés assez profond. C'est-à-dire que mon fils, il avait quand même mal dans le bas du ventre. Et quand il urinait, il avait une lourdeur dans le bas du ventre. Il y avait quand même des signes, beaucoup de choses quand même. Et ils n'ont pas été... Ils s'attardaient que sur un machin. Non, mais il n'a pas d'appendicite. Si, mais c'était déjà en train de s'empirer à force de consulter et qu'on me disait que c'était pas ça, en fait. Alors qu'ils auraient pu faire une prise de sang. Ils auraient pu faire une prise de sang. Est-ce que vous voyez l'idée? Ils passent dans des supposites de ce qui est confortable, de ce qu'ils ont l'habitude de voir tous les jours. Mais ils ne creusent pas profond. Ils ne creusent pas. Ils restent dans « c'est un virus, ça va passer ». On ne peut pas se permettre dans un métier tel que celui-là d'être dans la supposite. Est-ce qu'un architecte va supposer sans faire des plans? Est-ce qu'un scientifique va il va supposer le résultat sans avoir fait l'expérience? Non. Il y a des métiers où quand même, il y a des gens qui sont dysfonctionnels, qui auraient besoin d'aller monter une montagne et de se rendre compte qu'ils sont dysfonctionnels. Leur façon d'être, de façon générale, se répercute dans leur travail. Et ça, vous ne devez pas... C'est là où ça devient dangereux, en fait. C'est que quelqu'un qui n'a pas monté sa montagne ne pourra pas bien pratiquer son travail. Il commettra des erreurs, c'est obligé. C'est obligé. C'est obligé. Ça va de soi. C'est comme ça où vous allez avoir des corps de métier où il y a des gens qui même se mettent à violer. Il y a des médecins qui violent. Bah ouais, c'est des gens qui n'ont pas travaillé sur leur part d'ombre. Tout le monde devrait monter sa montagne pour gommer ce qu'il y a de sombre en lui et de dysfonctionnel qui va se répercuter et devenir toxique envers les gens en face. Je vous ai parlé de Judith Godrèche qui a été abusée et sous emprise d'un adulte alors qu'elle était encore ado. Avec le metteur en scène, vous en avez entendu parler. Ses parents étaient psychologues. Ses deux parents étaient psychologues. Et quand on leur demande aujourd'hui, mais vous ne le voyez pas à l'époque que votre enfant était sous emprise? Si, mais c'était pas facile, vous savez, de l'en sortir. On ne savait pas comment s'y prendre. Ben là, on était face à des psychologues qui n'avaient pas monté leur montagne. Donc, en fait, inévitablement, ils font des erreurs. Ils font des erreurs. C'est pour ça que souvent, quand vous arrivez en coaching, vous me dites « J'ai vu
j'ai déjà fait des thérapies avec telle et telle personne psy, mais ça donnait rien. Ben, c'est pour ça. C'est parce qu'ils ont beau avoir fait la pratique, eux-mêmes n'ayant pas assez travaillé sur eux, n'ayant pas... Vous savez, moi, dans ma vie privée, je connais des gens praticiens qui ont fait des études en psycho. Ben, pourtant, je vois qu'ils sont complètement dysfonctionnels. Hein. Je vois qu'ils sont complètement dysfonctionnels. Hein. Donc, parfois, les gens que vous allez voir, vous, et que vous allez payer quelqu'un pour un truc, vous ne savez pas comment est cette personne dans sa vie. Je vous ai même parlé, je vous ai fait plein de témoignages autour de ça. Les personnes que j'ai... parfois, vous allez voir un avocat, et l'avocat, il est complètement à la ramasse. Ouais, limite, l'avocat, il vous demande de rester avec votre homme, quand vous demandez à divorcer, il vous demande presque de rester avec votre mari qui vous maltraite. Ouais, mais il a peut-être connu des problèmes dans sa vie. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça montre bien que le gars, il n'a même pas de valeur de ce qui est bien ou mal. Ouais, mais pourtant il a le diplôme d'avocat. Ben ouais, mais entre le diplôme et qui l'on est intérieurement et les valeurs que l'on nourrit, faut faire, faut faire la part des choses. Faut faire la part des choses. Le diplôme ne donne pas l'identité de la personne. Le diplôme, le travail, on va prendre sa globalité, hein, le travail que fait la personne ou son diplôme ne présente pas, c'est pas son identité propre, sa personnalité profonde, et vous savez pas comment est cette personne en dehors. Il y a des personnes très toxiques dans tous ces métiers-là. Sinon, pourquoi vous entendez parler à chaque fois qu'il y a eu des viols ou des abus sexuels et que la personne, elle faisait ça comme métier? Il y en a plein d'exemples comme ça. Donc, allez creuser pourquoi vous mettez un effet halo, vous aussi. Je ne vais pas vous jeter la pierre, je l'ai fait aussi, cette erreur, cette naïveté. On doit nettoyer sa naïveté extrême. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Tout ça, c'est la passionnite, c'est la soumissionnite. Le talon d'Achille. J'essaierai de vous remettre une batterie de vieilles vidéos que vous avez sûrement pas assez bien regardées. Et donc, il faut être toujours dans cette nuance de gris et savoir faire cet exercice de la balance en gardant une capacité neutre d'analyse, en se disant, ce professionnel que j'ai en face se base sur quoi? Se base sur quoi? Quand vous avez consulté ce praticien, sortez votre pendule. Si vous sentez que vous n'êtes pas en phase avec ce que cette personne a dit, sortez votre pendule et demandez au moins, sans poser 10 000 questions à vos guides, parce que s'il y a un défi pour vous derrière ça d'analyse, ils ne vont pas vous donner toutes les réponses, comme j'ai expliqué dans le volet 2, qui est en dessous. Je vous ai expliqué toute cette partie-là dans le volet 2. Ils ne vont pas vous donner la réponse alors que vous êtes vous-même en train de passer un défi où ils essayent de voir si vous avez une capacité d'analyse. Ils ne vont pas vous donner la réponse. Montrez déjà à vos guides que vous analysez la situation. Ma réponse, c'est je n'arrive pas à faire confiance en ce praticien. Je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est pas cohérent parce que, donc montrez à vos guides ce que vous pensez. Les guides, est-ce que j'ai raison? Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Vous voyez? Et vous aurez, une fois que vous aurez présenté votre copie à vos guides, là, les guides vont vous apporter la réponse. Ils vont vous dire oui ou non. Mais si vous cherchez directement la réponse auprès d'eux, alors que vous n'avez pas fait votre devoir, ils ne vont pas vous apporter la réponse. Parce que ce qu'ils vous testent, c'est votre capacité d'analyse, de voir où vous en êtes. Donc, vous pourriez avoir une réponse erronée. Apprenez à essayer de montrer une analyse. Moi, en coaching, parfois, vous venez vers moi et vous me posez des questions. Est-ce que je peux faire confiance à Noémie? Et je vais vous demander, qui est Noémie?
Qu'as-tu vu chez Noémie? Et toi, si tu me poses la question, c'est que tu as des doutes. Qu'as-tu vu? Pourquoi? Bah parce que j'ai envie qu'on dialogue quand même. J'ai envie de voir où vous en êtes, où en est votre capacité d'analyse. Et là, après, je vérifierai avec les guides. Mais remontez aussi un peu vos manches, travaillez un peu, analysez, faites bosser, que je vois votre façon de raisonner. Sur quoi vous vous attachez? Sur quels détails? Est-ce que vous êtes sur de la supposition? Est-ce que vous êtes sur une intuition? Est-ce qu'il s'est passé des faits où je vois que votre expertise des red flags, waouh, c'est bien, t'as bien capté les red flags, vous voyez? Mais n'attendez pas que le travail soit fait par l'extérieur et vous sans vous remonter les manches. Vous voyez l'idée? Vous devez être dans une démarche comme ça. Il faut que ça soit constructif, sinon les guides ne vont pas vous apporter. C'est un peu trop simple. C'est un peu trop simple. Donc argumenter. Oui, c'est vrai, je ne fais pas confiance, je la sens pas, je me méfie parce que, mais d'un autre côté, j'ai des doutes, car je sais que j'ai une paranoïa sur ça. Donc en fait, je voulais savoir si j'étais paranoïaque ou si j'avais bien capté tel truc. Vous voyez? Soyez dans cette... à montrer un peu votre copie. Thèse, antithèse. Et là, on vous apportera, ben oui, voilà, en fait, tu as bien analysé la situation. Non, dans cette situation, tu n'étais pas paranoïaque. En effet, vous voyez? Ça, c'est important. Parce que c'est bien beau de poser des questions au pendule hyper basiques en début de montagne, mais à un moment, le principe de votre montagne, c'est de développer votre analyse. Donc en fait, si vous ne faites pas le job, vous voyez, les guides attendent de vous que vous fassiez aussi votre part de job. Et moi, dans mon labyrinthe de tests dans cette histoire avec mon fils et les consultations que j'ai eu ce genre de choses à analyser, à voir, mais ils me disent que c'est ça, mais c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Et à un moment, on se dit, mais pourquoi ils avancent et ils balayent des hypothèses alors qu'ils n'ont même pas vérifié? Allez, viens mon loulou, on va aller aux urgences, parce que là, c'est des charlatans. Vous voyez? C'est pas ok, en fait. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi certains métiers où, comme on a fait beaucoup d'études, j'en avais déjà parlé, ces gens partent du principe qu'ils savent tout. Parce qu'eux-mêmes se mettent à développer un ego. C'est moi qui sais, c'est moi je sais. Donc toi, patient, et toi, la mère de l'enfant, toi, tu vaux que dalle. Tu sais pas, toi, c'est moi qui ai fait les études. Vous voyez? Donc ça, là-dessus aussi, il faut se méfier de ça, hein. Il y a des corps de métier où, parce qu'on a fait beaucoup d'années d'études, tout ce qui peut être notaire, avocat, dans la médecine, etc., les gens se mettent à péter plus haut que leur cul. C'est comme ça que vous allez retrouver que le chirurgien, il devient spécialiste en aéronautique presque. Il est fort dans tout. En repas de famille, ça je l'avais déjà expliqué, ces personnes sont habituées à savoir, donc ils partent dans l'extrémisme du savoir, que moi je sais. Je vous avais même expliqué un témoignage d'un gars runner qui était enseignant, qui témoignait que lui-même avait sombré dans ça. Que comme c'était lui qui enseignait en tant que dans son métier, il avait pris l'habitude d'avoir cette position de c'est moi qui sais, et même par rapport à sa chaiseur, il la voyait un peu comme une petite merde, elle peut pas savoir, c'est moi qui sais. Vous voyez? Donc il y a des métiers où le métier, il vous tourne un peu sur le ciboulot. Ça vous rend dysfonctionnel, tout comme je vous avais expliqué qu'il y a des gens qui travaillent dans le commerce et qui sont toujours dans la séduction, même entre potes, à vendre n'importe quoi, à vendre qu'ils sont ci, à vendre qu'ils ont passé de super vacances. Ils sont toujours en train d'argumenter comme s'ils avaient à vendre et à persuader, alors que leurs vacances, c'était de la merde. Et vous les voyez en train de raconter leurs vacances, ouais, c'était merveilleux, comme s'ils étaient en jeu de représentation en mode avec un client. Et vous hallucinez en fait. Vous voyez? Eh ben,
parfois, le travail, il vous tourne sur le ciboulot. Le travail doit rester à sa juste place. Ça ne doit pas vous déformer. Et là-dessus, c'est pas parce qu'une personne a l'air de savoir qu'elle sait. D'accord? Parce que celui qui, par exemple, est chirurgien esthétique, il n'est pas avocat. Donc quand il vient vous donner des conseils et qu'il vient critiquer tout le monde, etc., en se mettant en position que moi, je sais, ça, c'est extrêmement laid. Alors moi, justement, comme je trouve ça extrêmement laid, je veux pas devenir comme ça. Mais dans le fait de pas vouloir devenir comme ça, moi, je pars dans un extrémisme où je me mets, comme là, quand je suis en face de médecins, je me dis, c'est eux qui sont du métier, et moi, j'écoute même plus mon radar. Alors que moi, mon métier, c'est quand même mes radars, hein, dans mon métier. Mon côté spirituel, il est bien utile dans mon métier. C'est ce qui permet de mener la barque, de ne pas aller droit dans le mur. Donc dans ces cas-là, je dois faire attention à ne pas oublier cette partie-là et à me remettre en soumissionnite face au corps médical. Moi, toute cette tambouille-là, c'était pas facile à lâcher. Et c'est pour ça que c'est la 3e fois que je revis quelque chose de similaire. C'est que j'estime que je n'ai pas à savoir mieux que quelqu'un qui est du métier. J'ai pas envie de partir dans cet ego-là. Parce que je trouve ça laid chez les autres, donc j'ai pas envie d'être cette personne. Ouais, mais il faut pas non plus que je parte dans l'extrémisme de mettre un halo et de faire trop confiance. Je dois quand même analyser. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez l'énorme défi que j'ai eu dans mon labyrinthe? Derrière ça, c'est plein de problématiques enchevêtrées qui en découlent. Les guides, avec un défi comme ça, ils testent beaucoup de choses. Ils testent beaucoup de choses. C'est tout? D'accord. Je pense que les guides vont peut-être vouloir que ce volume-là de cette vidéo n'aborde que le côté effet halo, confiance, effet halo. Oui, l'effet halo, c'est H-A-L-O, hein, le halo de lumière. Vous voyez un peu l'idée. C'est ça en fait, hein, le halo de lumière. Si vous avez bien écouté la vidéo 1 et la vidéo 2, là, on réenfonce le clou encore plus profond parce qu'elle va apparaître plus loin dans le temps. C'est parce que les guides, ils veulent vraiment enfoncer le clou là-dessus et que à chaque vidéo, vous captiez des effets halo et que vous les lâchiez. D'accord? Je vais vous faire des gros bisous et je vais vous laisser. Donc, à bientôt. Bisous, bisous.